Donc bonjour, merci d'assister à ce workshop, cette conférence sur la 25e heure. Je me présente, Marianne Caron. J'ai travaillé 30 ans chez Amadeus et j'ai décidé que j'avais envie de voir autre chose, de faire autre chose. Donc j'ai pris l'opportunité il y a un an de partir et maintenant je fais un peu de consulting en indépendant, consulting en agilité. Voilà. Donc lors de mes vacances, l'année dernière, j'ai lu ce bouquin, ça s'appelle La 25e heure. Et puis, je trouvais que c'était quand même intéressant, qu'il y avait des bons tips. Et je me suis dit, j'allais le partager avec vous. Donc, c'est le but de cette conférence. Donc, toutes ces idées que je partage avec vous viennent de ce bouquin. Et très peu viennent de moi, mais beaucoup sont du sens commun. Bien sûr, interrompez-moi, ce sera plus sympa s'il y a de l'interaction, comme toujours. Et il n'y a pas de mauvaises questions. Toutes les questions sont... oui. Ah, là, je l'ai, le micro, normalement. Vous m'entendez pas? Ça marche mieux comme ça? Oui. Ouais. Je vais essayer de rester comme ça. Hein? Comme ça marche mieux? Ah bah super, voilà, pas de mauvaises questions. Alors, comment ça va se passer cette petite conférence? D'abord, je vais vous expliquer, on va partager pourquoi c'est important de bien gérer son temps. En gros, on va réfléchir sur le fait que finalement la vie est très courte et il faut bien en profiter. Il faut s'assurer que le temps qu'on passe sur les choses soit les bonnes choses. Ensuite, on va regarder les 3 facteurs pour travailler de manière plus efficace. Donc, c'est le temps qu'on y passe. Effectivement, il faut décider sur quoi on va travailler. Donc, le temps qu'on passe sur les choses qu'on a décidées, c'est la première chose, time spent. Deuxième chose, quand on travaille sur une chose qui a été identifiée, c'est la concentration qu'on va avoir pour mieux travailler. Et le troisième axe, c'est la vitesse à laquelle on va travailler. Est-ce qu'on travaille vite ou est-ce qu'on travaille doucement? Et on va conclure sur, finalement, qu'est-ce que le bonheur et où est-ce qu'on trouve notre bien-être. Voilà. Et en dernier, les références. Comme je disais, j'ai utilisé 2 références, on en parlera plus tard. Alors, si on regarde ce dessin, ce diagramme, là, vous voyez des petits ronds. Est-ce que quelqu'un a l'idée de ce que c'est que ces petits ronds? Voilà, c'est un petit rond, c'est un mois. Une ligne, c'est 3 ans. Et voilà, donc on voit que quand on est, on pense que la vie est infinie, on a une sorte de grand sablier devant nous, et on a l'impression que le temps ne compte pas vraiment. Et puis plus on avance dans la vie, plus on voit que finalement tout ça, ça s'égrène et que le temps c'est précieux et qu'il faut bien l'utiliser. Bien sûr, ça ne change rien si on ne vit pas 90 ans, mais qu'on vit 80 ou 100 ans, ça reste quand même une donnée finie. Qui c'est qui a à peu près la quarantaine? Levez la main. Voilà, vous êtes là. Voilà, donc il faut profiter, vous avez déjà utilisé, vous avez déjà brûlé un petit peu. Bon, moi j'en ai brûlé plus que vous, hein, mais... Donc voilà, il faut profiter du temps qui passe, et il faut bien utiliser son temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être productif. Il faut être productif, pourquoi? Pour passer moins de temps à travailler, à être moins de temps au boulot, à rester tard le soir, à faire des choses qui sont énergivores, et passer plus de temps, finalement, à faire des choses qu'on aime, à être avec des gens qu'on aime et à choisir... voilà, il faut être productif, non pas pour travailler plus, mais pour être plus heureux, pour avoir une meilleure vie, mieux profiter de la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bon, voilà. Quand on est tous d'accord, c'est bien. Donc, la productivité, c'est pas un but. Hein, c'est pas le but. La productivité, c'est un moyen pour vivre mieux. Pas pareil.
Donc qu'est-ce qu'on va changer? On voit aujourd'hui qu'on est submergé par les informations, par les datas, par les interruptions, par plein de choses qui font qu'on n'est pas toujours très efficace, même si parfois on a l'impression d'avoir fait plein de choses, et finalement on regarde à la fin de journée, qu'est-ce que j'ai fait vraiment? On ne sait pas trop. Et donc on va, dans ce workshop, regarder comment on peut mieux travailler pour être... Il faut apprendre à devenir paresseux, et il faut apprendre à s'organiser pour ça. Donc voilà, j'ai repris, je vous conseille la lecture de ce petit livre, parce que là, en une demi-heure, on ne va pas tout lire, mais c'est la 25e heure, ça a été déjà vendu à 100 000 lecteurs, donc ça a fait ses preuves. Et il raconte, donc, comme je disais tout à l'heure, que le travail accompli, c'est la production du temps qu'on y passe, la concentration et la vitesse d'exécution. Donc c'est ces trois axes qu'on va regarder. Hein? Et on va essayer de partager les secrets, certains des secrets pour être plus productifs. Donc Guillaume Declercq, Baudine et Jérôme Dumont ont travaillé, non pas tout seuls, mais ce sont des entrepreneurs, mais ils ont travaillé avec d'autres entrepreneurs, ils ont interviewé des centaines d'entrepreneurs qui ont réussi, pour essayer de voir quels étaient leurs tips et partager leurs bonnes pratiques. Le premier axe, le temps passé. Donc, une chose qu'on peut regarder, c'est bien choisir ce sur quoi on va travailler. Parce qu'on est inondé de requêtes, ça peut être des mails, votre chef qui vient vous voir, votre collègue qui vient vous voir. La boîte mail devient souvent une grosse to-do list dans laquelle il y a plein de tâches à faire et on ne sait pas trop par quoi commencer. On a l'impression que celui qui crie le plus fort, bah, c'est celui qui a raison. Et donc là, le but, c'est de se dire, bon, bah, j'ai une nouvelle requête, j'en avais déjà plein de choses à faire. Qu'est-ce que je fais avec cette requête? Alors, le truc, c'est de dire, c'est quoi mes objectifs? Bien sûr, il faut avoir commencé par définir ses objectifs. Sa vision, ses objectifs. Bien sûr, les objectifs peuvent changer tout le temps. C'est pas grave, ils sont là. Et on peut même se les afficher dans son bureau. Il faut être super clair sur ses objectifs. Et quand il y a une nouvelle requête qui arrive, on peut se poser la question, est-ce que c'est dans mes objectifs? Oui, non, c'est pas dans mes objectifs. Si c'est pas dans vos objectifs directs, eh bien, non, faites pas. Faites pas. Faites pas, et il vaut mieux un non bien justifié, là, il y a le pouvoir du non, on parle du pouvoir du non, un non bien justifié, que pas de réponse, ou un oui, où finalement, soit vous le faites pas, soit vous le faites, mais au détriment d'autre chose qui est dans vos objectifs. Donc finalement, vous n'avez pas bien utilisé votre temps. Ça, c'est très important. Donc bien avoir les objectifs en tête et toujours se poser la question, est-ce que je suis centré sur mes objectifs? Et si c'est dans vos objectifs, hop, dans la to-do list. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire tout de suite. Il a demandé quelque chose, c'est dans mes objectifs, on le met dans la to-do list. Donc dans cette to-do list, on va avoir plein de choses. Et ce que ce livre conseille, mais tout le monde le conseille, je ne suis pas la première à le dire, c'est qu'il faut avoir une seule to-do list. Il ne faut pas en avoir une sur un cahier, des petits post-it à droite à gauche, une dans son iPhone, dans son smartphone, et à droite. Donc il faut essayer de se prendre un outil et d'avoir une seule to-do list avec des objectifs clairs. Et vous allez voir que le fait de le mettre dans cette to-do list, ça va libérer l'esprit. Quand on a mis, on sait qu'il y a quelque chose à faire, et hop, c'est dans la to-do list. Moi, par exemple, ça m'arrivait d'avoir des insomnies, et je me disais, oh, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et ça tourne dans la tête, et finalement, ça perturbe. Et quand on a, à partir du moment où c'est écrit, ben, on sait que c'est là, et on n'y pense plus vraiment, on sait qu'il va falloir le traiter à un moment donné, mais ça ne tourne pas en boucle dans la tête, et ça libère l'esprit. C'est très important de libérer son esprit.
Alors, après, de temps en temps, vous allez la regarder, cette to-do list quand même. Donc, au moins tous les jours. Et donc, il y a plusieurs choses. Avant de prioriser les choses à faire, vous allez regarder les trucs qui sont arrivés dans la journée et qui sont très rapides. Si c'est un truc qui dure 2 minutes, c'est pas la peine de le prioriser, de dire ça va aller en priorité 12, machin. On le fait. C'est fait, c'est un coup de fil à passer, on le fait rapidement et on n'en parle plus. Et c'est libéré. Si c'est un truc qui est plus long, on le priorise. Donc, bien sûr, par rapport à ses objectifs, mais il y a d'autres facteurs à regarder. Un facteur qui peut être intéressant, c'est de dire, j'aimerais bien peut-être voir si quelqu'un d'autre peut le faire. Parce qu'on n'est pas unique, c'est pas parce que la requête est arrivée sur nous que c'est à nous de le faire particulièrement. Donc, est-ce que je vais pouvoir déléguer? Alors, il faut réfléchir, ça peut être des collègues, ça peut être des sociétés externes, ça peut être n'importe quoi. Et si on peut déléguer, à ce moment-là, c'est important de le faire assez rapidement, parce que les gens, ils vont travailler pour vous en parallèle, et donc ils vont avancer sur ces tâches. Si vous pouvez déléguer, n'attendez pas 15 jours pour déléguer. Si la personne peut le faire tout de suite, allez-y. Donc vous allez déléguer si possible. Et donc si c'est possible, bien sûr, vous identifiez bien à la personne ce qu'il y a à faire, vous donnez le contexte, vous la faites monter en compétence si besoin, vous répondez à toutes ces questions, vous prenez le temps de faire ce handover, et vous lui demandez à quelle date ça pourra être prêt, et bien sûr, vous allez la remercier et faire en sorte que ce soit bien elle qui soit identifiée comme la personne qui a fait la chose et pas vous. Donc, on ne pense pas toujours à déléguer. Parfois, il nous tombe des choses et on se dit « il faut que je le fasse, c'est dans mes objectifs ». Oui, mais c'est peut-être pas très important que ce soit vous qui le fassiez. Donc peut-être, vous pouvez demander à quelqu'un. Et ça fait que finalement, les choses vont se faire en parallèle. Et on n'est pas unique. Hein. Voilà. Donc il y a des boîtes, par exemple, il y a un logo à faire, un truc tout bête. Il y a un logo à faire, vous n'allez peut-être pas penser à dire « Ah, mais il y a des boîtes qui existent, des petites boîtes de consulting, où ça coûte 50 € ou 100 €. Il y a Fiverr, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Fiverr. C'est une petite boîte où des gens, on leur demande des petits trucs à faire et hop, ils le font. Ça peut être un petit code à développer, des petites choses, et ils le font. C'est des boîtes de freelance. C'est pas la mienne. Je ne suis pas en train de faire la pub pour ma boîte. Donc voilà, il faut penser à déléguer. Après, quand il y a des choses à faire, et ça va être vous, bon, vous connaissez tous cette métaphore du gros caillou et des petits cailloux. Il ne faut pas que la journée se remplisse avec plein de petites choses que vous allez faire dans la journée. Parce qu'une fois que vous avez fait toutes ces petites choses, finalement, vous n'allez pas vous attaquer aux gros trucs compliqués. Donc, il faut identifier en début de journée les 3 gros cailloux, les 3 grosses tâches qui vont être importantes pour vous. Et vous allez commencer par ces grosses tâches. Hein, il ne faut pas remplir la journée avec des petites tâches où à la fin de la journée vous dites finalement j'ai pas fait, j'ai encore pas démarré mon truc là que j'avais à faire. Donc commencez par les gros cailloux, commencez par les grosses tâches et vous allez voir que vous allez trouver un peu de temps entre deux pour les moyens cailloux, les petits cailloux, c'est-à-dire les petites choses de 2 minutes, mais il ne faut pas remplir notre journée avec ces petites choses de 2 minutes. Oui, bien sûr, avec plaisir. Ouais. Des fois, il vaut mieux commencer par la petite action bien sûr. De valeur que par la grosse action. Bien sûr, allez-y alors, bien sûr. Ah, oui, bien sûr. Mais celle-là, elle va faire partie, bien sûr, des priorités. Mais je pensais plutôt au fait que souvent, on a des grosses tâches et on n'arrive pas à les caler. Et bien sûr, s'il y a une petite action qui a beaucoup de valeur, mettez-la, bien sûr. Ouais, ouais. Mais il ne faut pas que la journée se remplisse par plein de petites choses. Vous voyez, le petit verre là avec du sable. Dans tout ce sable, il y a peut-être des choses très importantes qu'il fallait faire, mais il y en a peut-être d'autres on les fait. Pourquoi on les fait? Parce que
on a une satisfaction immédiate. On fait cette chose, c'est fait, on est content, et voilà. Donc bien sûr, les trucs de 2 minutes, on a dit qu'on les faisait, mais si c'est un quart d'heure, un quart d'heure, un quart d'heure, à la fin de la journée, on ne s'est pas attaqué au gros truc. Et c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs quand on parle de la procrastination. Je ne sais pas si ça vous parle. On a des gros trucs à faire, on procrastine. On sait là, ah, il faut que je commence ce truc-là, j'ai pas envie, c'est gros. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une satisfaction immédiate. On sait que ça va prendre du temps pour le finir. Donc on cherche plutôt des choses plus faciles où on va avoir tout de suite la satisfaction de ce qui est fait. D'accord? Donc c'est un peu un mécanisme de défense qui fait qu'on a tendance à faire quand même des petites choses qui sont faciles et qui vont vite. Et c'est comme ça qu'on remplit notre journée. Donc il faut éviter la procrastination. Alors, bon, je donne quelques exemples pour la manière de l'éviter, mais il y en a sûrement plein d'autres. Hein. Moi, je dis qu'il faut s'imposer un milestone, une deadline. C'est-à-dire que quand on a un gros truc à faire et qu'on n'a pas envie de le commencer, ben, vous dites, bon, j'ai pas ma date pour le faire, c'est peut-être dans un mois, mais je vais mettre des milestones intermédiaires. Je vais dire, la semaine prochaine, je vais me faire un meeting avec tel collègue ou mon chef pour lui montrer le draft. Et j'envoie le meeting. Ah, et ben du coup, il faut que je le fasse. Parce que je me suis mis un peu une deadline intermédiaire. Et une fois que cette deadline a été mise, et ben j'y vais, parce que maintenant, j'ai ma fierté, il faut que j'aille jusqu'au bout. Après, une autre idée pour commencer quelque chose que vous avez du mal à démarrer, c'est démarrer. C'est facile à dire, mais vous vous imposez, vous mettez un meeting, vous dites je démarre, je fais 1 heure, et on voit souvent qu'en démarrant, on prend du plaisir à travailler et on sent que ça vient et du coup, ça nous aide. Mais imposez-vous le démarrage, la power hour. Ça peut être un autre truc aussi, c'est de dire j'y arrive pas à commencer, je procrastine, j'y vais pas. Et ben peut-être que je vais me faire un meeting avec un collègue ou avec mon équipe pour travailler sur le sujet tous ensemble. Et du coup, une fois que j'ai cité ce meeting, je vais dire bon, il faut que je prépare un peu mon meeting et on va travailler tous ensemble, on va brainstormer sur le sujet et ça va avancer. 1 + 1 = 3, voilà. C'est tout simple, hein, c'est des maths. Après, ça peut être notre façon, ça peut être de dire, bon, j'ai ce gros truc à faire, c'est un éléphant, je vais le découper. Je vais le découper en plus petites tâches sur lesquelles je vais pouvoir avancer de manière concrète. Un autre truc aussi, c'est de planifier une petite récompense. Bon, quand j'ai fait ça, je m'accorde une petite pause, je vais aller manger une glace. Ou je vais aller courir. Se faire soi-même des petits challenges pour éviter de procrastiner. Est-ce que vous avez d'autres idées pour éviter la procrastination? Non? Il y en a plein d'autres sûrement. Hein. Moi, je dis ce que j'ai vu dans ce bouquin ou ce à quoi j'ai pensé. Voilà, il y a sûrement plein d'autres choses. Alors, pour résumer, donc, il faut identifier les tâches les plus importantes. C'est pas mal d'allouer du temps dans son calendrier hein, pour dire voilà, là je travaille de telle heure à telle heure là-dessus et comme ça je sais que c'est réservé, je ne vais pas être prise par autre chose. Il faut s'accorder des pauses, hein, c'est important. Et souvent, il faut quand même commencer la journée avec des choses compliquées, sinon on se laisse aller à faire des choses simples et à la fin on fait pas ce qu'il faut. Voilà. Donc, pour la gestion du temps, si on regarde cette matrice d'Eisenhower, quelqu'un connaît la matrice d'Eisenhower? Très bien. Donc cette matrice d'Eisenhower, elle reprend un peu ces concepts. Il y a ce qui est urgent et important, il faut le faire. Ce qui n'est pas urgent mais important, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait avec? Voilà, exactement, on le planifie. Ce qui est urgent et pas important pour vous, on délègue, bravo. Et ce qui n'est pas urgent et pas important, voilà, on l'élimine.
Voilà, ça résume un peu tout ça. Donc c'est bien de se faire le tri dans la tête entre est-ce que c'est urgent, important, est-ce que je délègue, est-ce que je fais, est-ce que je fais tout de suite et est-ce que j'élimine. Voilà. Voilà la première partie. La concentration. Donc la concentration, c'est vrai qu'une fois qu'on a dit qu'on allait faire une tâche, il faut être concentré. Bien sûr, aujourd'hui, c'est difficile d'être concentré. On est dans une organisation, alors quand on est au bureau, avant on était en open space, maintenant on peut être chez soi, on peut être perturbé par le chien, le chat, les enfants, on peut être perturbé par les réseaux sociaux, par les interruptions X ou Y, et ce qui devient rare finalement, c'est l'attention. Et il y a des études qui montrent qu'on arrive à être attentif maximum 11 minutes. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Mais ce qui est important, c'est d'avoir, de réussir à rester concentré. Alors, comment on peut réussir à rester concentré? Rien de très fou, hein, mais on en parle, quoi. Alors, dès qu'on a des idées, hop, on le met dans un to-do list, parce que c'est vrai que ça tourne, on est là, ah oui, j'ai ça à faire, ah oui, il y a un truc, bon, tac, to-do list, c'est dégagé, on n'en parle plus, on verra plus tard. Hop. Après, on peut utiliser des outils pour se rappeler de choses à faire. On peut par exemple, utiliser des outils de reminder, tiens, à tel moment, il va falloir que je fasse ci, il faudra que je rappelle un tel, etc. Donc la to-do list, vous pouvez vous la dégager un petit peu en disant, je vais mettre un reminder dans mon calendrier, je vais utiliser des petits outils qui vont se souvenir de vous, qui vont se souvenir de ce qu'il y a à faire à votre place. Il y a des petits outils qui existent. Il faut les regarder. Après, pour rester concentré, il ne faut pas lire ses mails toute la journée. Alors, ce que explique ce bouquin, c'est qu'eux, ils préconisent de lire les mails à peu près 3 fois par jour. 3 fois par jour, et de dire aux gens, si c'est vraiment un truc super important, vous ne faites pas ça par mail, vous faites ça par un autre moyen. Ça peut être un SMS, ça peut être autre chose. 3 fois par jour. Et quand vous lisez vos mails, toujours la même chose. Oups. Le but, c'est de quelques fois par semaine, de dire on va essayer d'avoir une boîte mail vide. Est-ce que quelqu'un a déjà eu une boîte mail vide? Waouh, bravo. Donc, une boîte mail vide, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que vous allez avoir soit des choses où il n'y a rien à faire. Bon, c'était pour information, paf, je mets dans un folder, on dégage. Soit c'est des choses qui se font en 2 minutes. Je fais l'action, 3 fois par jour, hop, ça dégage. Soit c'est des choses qui sont longues et ça demande une action de ma part. Qu'est-ce que je fais? To-do list. Et après, ça sera priorisé plus tard avec le reste. Mais c'est pas parce que c'est un mail que c'est plus important que le reste. Oui. Oui. Oui, je suis d'accord, elle va grandir. Et après, de temps en temps, il faut la reparcourir pour se dire, est-ce que ça, finalement, c'est si important pour moi? Revenir aux objectifs et la reprioriser de temps en temps. Je suis d'accord que c'est un peu le piège. Moi, souvent, quand je regarde ma to-do, il y a pas mal de choses que j'ai faites quand même sans regarder ma to-do. Et puis, il y a des choses où je me dis, finalement, c'est pas si important. Voilà. En fait, tu te dis que si un truc, il est là depuis plusieurs mois, il n'est pas si important que ça, souvent. Donc peut-être, tu peux te poser la question si, finalement, il faut le faire. Hein, Ok. Donc pour la concentration, il vaut mieux éviter de regarder sa mailbox trop souvent. Après, bien sûr, quand on travaille, les recommandations, c'est d'essayer d'avoir un espace propre. Si sur le bureau, il y a 3 millions de trucs, souvent ça n'aide pas. Quand je dis un desktop propre, ça peut être le bureau, mais ça peut être aussi l'ordi. Pas 25 applications ouvertes sur l'ordi. Si on a 25 applications, on va être obligatoirement passer d'un truc à l'autre et on va papillonner. On ne va pas procrastiner, mais on va papillonner. Clean your desk. Après,
Bon, on peut utiliser des écouteurs, c'est bien pour se concentrer aussi. Hein. On voit que la musique, ça peut aider à se concentrer, et puis à ne pas être dérangé par les bruits à droite à gauche. Et on peut choisir ses notifications. Il y a pas mal d'outils, et sur Windows et sur les smartphones, pour décider les notifications qu'on va avoir. Typiquement, sur Windows, moi j'avais pas vu, c'est suite à ce livre j'ai regardé, il y a un assistant de concentration sur Windows. Quelqu'un le connaissait? Il s'est imposé à moi. Eh ben voilà, il s'est imposé. Voilà, donc moi je ne le connaissais pas. Donc on peut décider, on peut aussi décider les notifications, quand, comment, quoi. C'est pas mal. Bon, j'espère que ça ne te bloquera pas plus. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres idées? Oui, vas-y. Des fois, se papillonner, ça peut être intéressant pour la créativité. Oui, aussi, ouais. Peut-être se dédier du temps où ça papillonner. Ben, ça fait partie du temps, effectivement, voilà, du temps créatif. C'est-à-dire qu'il y a des temps où on est concentré, et puis il y a des moments où il faut s'accorder du temps libre. Et dans ce temps libre, parfois, on va réfléchir à d'autres choses. Et c'est un mélange de plein d'idées qui peut venir et qui peut être créative, effectivement. C'est pour ça que c'est important d'avoir du temps libre, d'avoir du temps entre deux moments de concentration, d'avoir un moment de repos. Est-ce que vous avez d'autres idées? Parce que moi, je suis là pour apprendre aussi, oui. Est-ce que tu peux répéter? J'ai pas entendu, excuse-moi. L'idée, c'est de ne pas aller directement au bureau de la personne. Ouais, oui. Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, ouais. Ouais. Toujours demander, est-ce que je peux te déranger, etc. Ouais, c'est vrai. Il y avait un cas chez un de nos clients qui avait son bureau et qui n'aimait pas qu'on le dérange. Du coup, il avait installé un feu rouge. Ah ouais, c'est une bonne idée. Ah ouais. Il fallait pas venir lui parler. Il avait son headset, Ah ouais. mais quand il y avait le feu rouge, il fallait pas venir l'embêter. Quand c'était feu vert ou orange, vous pouvez l'embêter. Ah ouais. Ah ouais. C'est une bonne idée, ouais, ouais. Ouais, on peut faire ça sur Team Do Not Disturb, ouais. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui? Oui, tout à fait. C'est vrai. Tout à fait. Ouais, c'est tout à fait une bonne remarque. Ouais. C'est très important. Bon. Ouais, par rapport à la chronobiologie, il y a des études assez... en fait, il y a des études qu'on peut rester concentré que 90 minutes en vérité. Ouais. Il faut tenir compte de ces temps de repos. 90 minutes à la suite. Donc, si vous arrivez à avoir, ça dépend de vos entreprises, mais avoir un rythme de travail, vous pouvez travailler 90 minutes et vous faites une pause de 20 minutes. Ouais. Dès 90 minutes, vous allez voir que votre productivité... Ouais, c'est vrai. Ça dépend des gens. Il y en a, c'est 30 minutes, d'autres, c'est 90 minutes. Chacun doit trouver son rythme de travail. Donc là, j'en ai mis quelques-uns. Pour être concentré, il faut travailler sur une chose à la fois. Quand on travaille sur deux trucs, ça ne marche pas très très bien. Mettez-vous des objectifs concrets. Finissez ce que vous avez démarré. Isolez-vous. C'est l'histoire du feu rouge, etc. Ce dont tu parlais, Cathy, respectez la chronobiologie. C'était effectivement dans les tips. Et avoir des rituels aussi, ça peut aider. Et on sait que le matin, de 9 à 10, je me sens bien. Ou le soir, de 5 à 6. Voilà, il y a des moments, chacun a ses rites. On peut mettre des rites et ça peut aider. Voilà, plein de choses comme ça. Ouais. Ça dépend parce que
Ça peut être une perturbation en plus, mais la musique, ça peut... Maintenant, il y a quand même des écouteurs qui isolent le bruit, qui enlèvent le bruit ambiant. Et donc, du coup, tu vas être un peu dans ta bulle. Si tu choisis une musique cool et que tu enlèves le bruit ambiant, pour certaines personnes, ça peut les aider. Et puis, pour les autres qui sont autour, ils peuvent dire « Ah, il est en train de bosser, là, je ne vais pas le déranger. » C'est un peu un signe extérieur pour dire ne me dérange pas toutes les 5 minutes. Mais bon, ça peut déranger aussi. Chacun va trouver son outil. Hein. Je ne dis pas qu'il y a un outil unique. Oui ? J'ai un collègue qui nous a beaucoup parlé du travail asynchrone, parce que du coup, quand on travaille en équipe, on a chacun notre chronobiologie, mais ouais. Pas forcément accordée. Et sur certains sujets, on peut des fois les traiter de façon asynchrone, ouais. en se fixant voilà, des objectifs, des deadlines, des canaux de communication, ce qui permet peut-être dans certains cas, plutôt que de mettre des réunions où il y a une personne qui va être réveillée, une personne qui va être absente, à chacun de s'intéresser au sujet et de réfléchir au sujet au moment où c'est fait. Ouais, intéressant. Intéressant. Très bien. Donc, j'avance sur l'axe. Donc maintenant, la troisième axe, c'est l'accélération. Comment on va faire pour essayer de travailler plus vite? Alors, bien sûr, ça dépend de ce qu'on fait. Hein. Si on fait du code, si on fait des spécifications, etc., ça changera un peu les outils. Mais ce que je mets, c'est général. Donc, il y a 4 axes qui sont donnés dans ce bouquin. Il y a les fondamentaux, l'automatisation, la vitesse et les 80-20. Donc les fondamentaux, c'est en fait le fait que pour accélérer, c'est comme un athlète, hein, pour accélérer, il faut qu'il soit en bonne forme. Si on n'est pas reposé, si on n'a pas bien, si on n'a pas fait de sport, si on n'a pas bien dormi, etc., on va pas accélérer. Donc il y a aussi une forme physique, ça fait partie des fondamentaux, hein, un esprit sain dans un corps sain. Si on n'est pas bien physiquement, on ne va pas être bien dans son esprit. Deuxième axe, l'automatisation. S'il y a des choses que vous faites plusieurs fois dans la semaine, plusieurs fois dans le mois, vous pouvez vous dire, est-ce que je ne peux pas réfléchir à un truc pour automatiser cette tâche? Prenez le temps d'automatiser certaines tâches que vous faites régulièrement. Il y a des outils qui existent, hein, ça dépendra de ce qu'on fait. Hein, Dashlane, ça automatise la saisie de données. Il peut y avoir des formulaires qu'on peut mettre en place dans les mails. Si on fait toujours, par exemple, un weekly status, on peut se mettre en place un petit template qui va récupérer des informations à droite à gauche. Essayez de vous mettre en place des outils pour automatiser. Vous pouvez aussi identifier qu'est-ce que vous faites souvent. Et il y a des outils qui vont permettre, c'est un qui s'appelle Rescue Time, qui permet de voir où est-ce que vous passez la plupart de votre temps. Et il va regarder toutes vos actions dans la journée et il va vous aider justement à identifier finalement qu'est-ce que vous faites plusieurs fois dans la journée ou dans la semaine et qu'est-ce qu'il faudra potentiellement automatiser. Et s'il voit que vous passez par exemple beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, il va vous dire attention. Les meetings, bon, ça c'est pas meeting tips. En fait, quand vous êtes submergé par les meetings, tous, on a toujours trop de meetings, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si j'y vais pas? Si j'y vais pas, est-ce que ils vont reporter le meeting? Non, ils vont pas reporter le meeting. Peut-être que je peux gagner 1 heure et faire autre chose. Ma 25e heure, il faut que je la trouve quelque part. Peut-être que j'y vais pas et je lis le résumé, je lis les minutes du meeting et ça va suffire. Posez-vous cette question plus souvent. N'acceptez pas les réunions comme ça, sans trop vous poser la question qu'est-ce qui se passe si j'y vais pas? Après, parfois, il y a certaines réunions qui durent une demi-heure ou 1 heure, et puis vous dites, cette réunion, finalement, le but, c'est quoi? C'est d'identifier ça et ça avec telle personne. Je vais aller boire un café avec la personne. En 10 minutes, ça risque d'être réglé. Peut-être, peut-être pas. Mais peut-être posez-vous la question. Un meeting peut être remplacé par un one-one rapidement.
autour d'un café. Et après, il y a Jeff Bezos qui dit un meeting, c'est 2 pizzas. Pourquoi 2 pizzas? Parce que lui considère que les réunions, c'est comme en agile, hein, 7 plus ou moins 2. Donc entre 5 et 9 participants maximum. Donc il faut que 2 pizzas puissent nourrir l'ensemble des membres de la réunion. Donc c'est une étude de Stanford qui dit ça, qui dit que bon, dans une réunion, s'il y a plus de 9 personnes, c'est plus une réunion. C'est une conférence, c'est un workshop, c'est autre chose. Mais c'est plus une réunion. Une réunion, il faut identifier les bonnes personnes et c'est maximum 9. C'est un peu des choses qu'on retrouve dans l'agilité. Oups. Et donc beaucoup d'études montrent que les réunions, il ne faut pas les faire trop longues, 30 à 45 minutes, avec des breaks. Hein, entre 2 réunions, c'est pas bien de faire des back-to-back meetings. Il faut toujours s'accorder un peu de temps entre 2 réunions. Ça peut être un temps de repos, justement, pour réfléchir à ce qu'on a dit. C'est très important de s'accorder du repos, des breaks entre chaque réunion. Parce qu'à la fin de la journée, vous allez être fatigué, énervé, et vous n'allez plus être efficace. Après, il y avait des tips qui étaient intéressants sur écrire plus vite. Je ne sais pas si vous écrivez vite, moi non. Et du coup, je me suis intéressée au truc. Alors, il y a des outils pour apprendre enfin à écrire sans regarder le clavier du tout. Qui c'est qui sait écrire sans regarder le clavier? Ah, pas mal, bravo. Bravo. Donc il y a des outils. Là j'ai essayé Typing Club et c'est intéressant. Il y a du boulot quand même, mais on voit que effectivement, si on tape sans regarder le clavier, on est libéré en fait. Hein. Et après, pour ceux qui tapent pas vite, comme moi, il y a des comme sur le smartphone, il y a la possibilité sous Windows d'avoir la suggestion des mots, parce que finalement il est intelligent, il voit les mots qu'on utilise, et vous pouvez, donc là il y a une petite pop-up dans les settings, Show Text Suggestion, donc en fait pareil que dans votre smartphone, il va vous commencez sous Word, vous commencez à taper un mot, il va vous mettre le mot, vous appuyez sur la flèche vers le haut, et hop, vous choisissez le mot, et vous n'avez pas besoin d'écrire le mot en entier. Donc pour ceux qui écrivent pas vite, ça peut permettre de gagner du temps. Après, il y a pas mal de shortcuts qu'on n'utilise pas. Bon, moi, je sais que je les utilise, mais j'ai vu des gens autour de moi qui n'utilisent pas. Par exemple, on fait souvent des captures d'écran, et il y en a qui sont encore à utiliser des outils genre Snipping ou Paint. Et y a je ne sais pas si vous connaissez, mais pour la capture d'écran, vous faites Windows majuscule S. Et vous avez la possibilité, alors je ne sais pas si vous allez le voir là, parce que je ne suis pas sur le... Non, je ne suis pas le truc. Bon, vous avez la possibilité de faire des formes de carrés, des petites formes. On le voit là, Non, mais ça marche que sur mon écran. Bon, peu importe. En tout cas, vous faites Windows majuscule S, vous allez voir, vous pouvez faire un rectangle, mais vous pouvez faire des formes libres aussi. Et vous pouvez faire des captures d'écran, et ça sert souvent, parce que souvent on fait la capture d'écran complet, après on va sur Paint, on récupère le bout, machin. Bon, voilà, des petites choses. Un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est le voice typing. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé sur Windows. Eh ben, ça marche pas si mal. Hein. On l'utilise parfois sur son smartphone, mais on fait Windows key H, donc la Windows key H, et vous commencez, si vous êtes sous Word, vous commencez à raconter votre vie, tac, il écrit tout, français, en anglais, ça marche très bien. Bon, il est un peu moins performant que sur le smartphone, mais il est pas mal quand même. Hein. Voilà, donc c'est des petits trucs pour aller plus vite, parfois, sur certaines tâches. Est-ce que quelqu'un veut partager des petits... il reste 5 minutes. Personne ne partage. Pardon ? Windows key H, c'est pour... Ah, le I non, mais ça, c'est juste pour aller dans les settings, parce qu'on va souvent dans les settings de Windows, et tu fais Windows key I, et tu vas dans les settings, alors tu as le son, le machin, tu as tous les settings de Windows. Non, tu l'avais pas raté, j'en avais pas parlé. J'ai plus que 5 minutes. Donc ça, on va le sauter. La règle des 80-20, c'est important aussi.
bon, souvent on voit que, en fait, avec 20% des efforts, on arrive à faire 80% de la tâche. Parfois, c'est du fignolage derrière. Alors, bon, quand on a le temps, c'est bien, mais quand on n'a pas trop de temps, c'est bien de dire, ben, ok, ben, je fais les 20% du minimum pour que ça marche. Et tant pis pour le reste. Il faut savoir, parfois, passer à l'essentiel, rester sur l'essentiel. En conclusion, eh bien, pourquoi, à votre avis, cette 25e heure? Pourquoi il faut gagner du temps? Est-ce que c'est pour gagner plus d'argent ou mieux travailler? Oui, éventuellement. Ou est-ce que c'est pour, finalement, avoir plus de temps libre? Ça, c'est à vous de trouver votre réponse. Je vous laisse réfléchir. Et sinon, je voulais finir par le fait qu'il y a des études qui montrent que l'argent, ça fait le bonheur, mais jusqu'à un certain point. Il arrive une certaine somme. Alors, il y a des études qui disent 50 000 €, d'autres 75 000 $, enfin, ça dépend d'où on regarde. Mais à partir d'une certaine somme, quand on a de quoi vivre, faire un petit peu des loisirs, faire ce qu'on veut, bah, ça ne sert à rien de s'acharner pour gagner plus d'argent. Alors, bien sûr, au début, il en faut. Il faut activer la machine. Mais ça ne sert à rien de toujours vouloir plus d'argent. Et personne s'est dit sur son lit de mort, « Oh, j'aurais dû travailler plus !» Voilà, donc en référence, j'ai utilisé ce livre de Guillaume de Clercq, qui a été fait par Guillaume, Bao et Jérôme, et qui révèle tous les secrets sur la productivité. Voilà. Et j'ai utilisé aussi pour les dessins des petits Mind Parachute. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec Mind Parachute. C'est Mathéo qui fait ça et qui résume des bouquins sous forme un peu ludique avec des animations. Voilà. Donc, je vous remercie. J'avais un petit film à vous passer, mais je crois que j'en ai pas le temps, donc tant pis. Sinon, je vous le passe rapidement. Attendez, hop, voilà. L'argent ne fait pas le bonheur, sauf si tu gagnes moins de 5 000 € par mois. C'est pas moi qui le dis, mais une étude sérieuse menée par le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman. En fait, plus tes revenus augmentent, plus tu te libères de tous ces petits problèmes stressants du quotidien. Au resto, tu commandes ce qui te fait plaisir sans regarder la colonne des prix. Tu te disputes moins dans ton couple. Tu te sens plus serein face à l'avenir. Par contre, au-dessus de 5K par mois, là, il n'y a plus d'impact. C'est pas une Bugatti, une Patek ou un vol en première classe qui vont te rendre plus heureux. Ça, c'est juste de l'ego et du confort, mais ça n'a rien à voir avec le bonheur. Si l'argent fait le bonheur, c'est pas par permet d'acheter, mais par la liberté qu'il te procure. Regarde Elon Musk. En une nuit, le mec génère plus d'argent que toi et toute ta famille sur 5 générations. Et pourtant, Musk, il est pas libre. Il doit charbonner 80 heures par semaine, rendre des comptes à ses actionnaires, faire attention à son image publique. À côté de lui, moi, je suis juste un guignol qui fait des vidéos sur Internet. Et pourtant, je suis infiniment plus libre que Musk, Poutine, Macron, qui tu veux. Conclusion, n'aie pas honte de gagner des thunes, mais fais-le toujours en préservant ta liberté. Merci à tous. Merci Marianne. Est-ce qu'on a peut-être le temps pour une ou deux questions? Bon, les questions étaient pendant la présentation très, aussi. Mais... très interactif. Merci pour votre interaction, c'était super. Bon, n'oubliez pas de noter ou de mettre vos commentaires sur le board Klaxoon. Je rappelle les deux petits jeux sur les selfies et sur la bande dessinée qui peuvent vous permettre de gagner des licences Klaxoon, donc n'hésitez pas. Et je vous remercie pour votre participation active. Voilà, on va passer à la session suivante.